Imaginez un instant le scénario suivant. Un état-major prépare méticuleusement l'une des plus vastes opérations militaires navales de l'histoire moderne. Des centaines de navires sont positionnés, la diplomatie est sur le pied de guerre, les troupes sont en alerte. C'est un tableau classique de veille de conflit. Absolument. Mais soudainement, l'ensemble de ce calendrier stratégique se retrouve menacé non pas par une force ennemie ou une norme secrète, mais simplement par un thermomètre qui grimpe et des pluies qui refusent de tomber. C'est précisément l'une des réalités fascinantes que nous allons décortiquer ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes le samedi 23 mai 2026 et notre analyse matinale s'intitule aujourd'hui Carrefour stratégique, Taïwan, les Philippines et l'expansion de la portée chinoise. Bonjour. C'est en effet le paradoxe de la géopolitique moderne. La technologie la plus avancée finit presque toujours par se heurter aux réalités physiques de notre planète. Notre objectif aujourd'hui est d'examiner avec une neutralité absolue les schémas d'événements de ces 2 dernières semaines en Asie de l'Est. Tout à fait. Il s'agit d'extraire les faits concrets, n'est-ce pas? Exactement. Analyser les mouvements et offrir à notre auditoire une grille de lecture claire sans jamais céder d'empuce à la spéculation ou au sensationnalisme. Et pour accomplir ce travail d'orfèvre, eh bien, il convient de mentionner notre commanditaire, ProWave AI. L'exploration approfondie que le public s'apprête à entendre est générée grâce à Stylo News. Oui, et pour apporter un peu de contexte sur cet outil, il est important de comprendre que Stylo News est la déclinaison grand public d'un logiciel nommé Stylo IntelOps. Un logiciel professionnel, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est une plateforme de renseignement initialement conçue pour les opérations gouvernementales, les institutions militaires et les grandes entreprises. Ce que cela implique pour ceux qui nous écoutent, c'est un accès inédit à une technologie d'analyse de l'information identique à celle utilisée par les décideurs mondiaux. Une technologie qui compile des centaines de sources allant des rapports quotidiens aux observations satellitaires. Absolument. Pour anticiper les crises de manière factuelle. Eh bien, plongeons directement au cœur des données. Si l'on scrute les rapports continus de Stylo IntelOps entre le 11 et le 22 mai, une question domine largement les chancelleries. La République populaire de Chine s'apprête-t-elle à lancer une offensive militaire immédiate contre Taïwan? La conclusion factuelle qui ressort de l'analyse est que non. Une invasion à court terme reste hautement improbable. Mais j'aimerais que l'on s'arrête là-dessus un instant. Parce que, face à la multiplication des manœuvres que l'on observe, comment peut-on affirmer avec autant de certitude qu'une attaque n'est pas imminente? Je veux dire, une armée de cette taille ne pourrait-elle pas se mobiliser dans le plus grand secret? C'est une objection légitime. Cependant, à l'ère du renseignement de sources ouvertes, ce qu'on appelle l'OSINT, et de l'imagerie satellitaire commerciale qui est omniprésente aujourd'hui, il est physiquement impossible de dissimuler la logistique requise pour une invasion amphibie de cette envergure. Les fameux indicateurs massifs matériels. Voilà. Le déclenchement d'une telle guerre exige des préparatifs visibles. Par exemple, nous n'observons actuellement aucune réquisition à grande échelle des navires civils marchands ou des transbordeurs rouliers chinois. Ah, je vois. Or, ces navires civils seraient absolument indispensables pour transporter le volume de troupes nécessaire pour traverser le détroit. Donc, si les traversiers de passagers continuent leurs liaisons commerciales habituelles, c'est que l'infanterie n'est tout simplement pas en train d'embarquer. Exactement. C'est un indicateur très fiable. De la même manière, les satellites ne montrent aucune activation anormale des hôpitaux militaires sur la côte de la province du Fujian, ni même de constitution de stocks de plasma sanguin inhabituels. Des préparatifs médicaux qui seraient inévitables. En effet, en l'absence de cette infrastructure logistique lourde, nous pouvons déduire qu'aucun assaut de grande ampleur n'est prévu pour demain. Cela dit, et la nuance est vitale ici, l'absence d'invasion ne signifie pas l'absence d'agression. Vous faites référence à ces tactiques particulières? Oui, l'évaluation de Stylo souligne une intensification drastique de ce que l'on nomme les opérations de la zone grise. Alors, pour que notre public comprenne bien la mécanique en jeu, que signifient ces opérations sur le terrain concrètement? Eh bien, cela se traduit par une pression quotidienne et tout à fait mesurable. Les rapports documentent entre 8 et 12 sorties d'avions de chasse de l'armée populaire de libération par jour et la présence constante de 5 à 7 navires militaires autour de l'île de Taïwan. Ce qui n'est pas négligeable. Loin de là. S'y ajoutent de multiples franchissements de la ligne médiane du détroit. C'est une frontière maritime autrefois respectée de manière tacite par les deux parties, mais qui est aujourd'hui délibérément ignorée. Si j'essaye de me représenter la chose, c'est un peu le principe d'une cocotte minute sur le feu. C'est une excellente image.
On ne cherche pas à faire exploser le couvercle immédiatement. On maintient délibérément le contenant sous une pression extrême, en augmentant la chaleur juste assez pour que la soupape siffle de façon continue. L'objectif n'est pas la destruction instantanée, mais plutôt l'épuisement, n'est-ce pas? User les ressources de Taïwan, forcer leurs pilotes à décoller jour et nuit. Oui, jour et nuit pour intercepter les avions chinois. Et finalement, normaliser la présence de Pékin au plus près des côtes taïwanaises. L'analogie de la Pucker Minute illustre parfaitement la doctrine en cours. C'est une guerre d'usure, à la fois matérielle et psychologique. En forçant la marine et l'armée de l'air taïwanaise à réagir perpétuellement, on accélère l'usure de leurs équipements militaires. Tout en testant leur temps de réaction. Exactement. On crée ainsi un nouveau statu quo. Mais cette stratégie de pression constante ne se déroule pas dans un vide hermétique. Et c'est là que l'analyse devient particulièrement révélatrice, car les ondes de choc de cette zone grise poussent les voisins directs à prendre des mesures sans précédent. Des mesures très fortes, en effet. Tournons-nous vers le sud du détroit. Les répercussions régionales sont spectaculaires, avec des réalignements stratégiques impliquant les Philippines et le Japon. Je pense notamment à l'exercice militaire multinational nommé Balikatan, qui vient tout juste de mobiliser 17 000 soldats. Sol philippin, plus précisément près de la ville de Laoag dans le nord de l'archipel. C'est fascinant. Pour mesurer le poids de cet acte, il faut rappeler qu'il s'agit de la toute première présence opérationnelle de troupes de combat japonaises aux Philippines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un détail vertigineux, oui. Quand on connaît le lourd passif historique entre Manille et Tokyo durant les années 1940, Accepter des troupes japonaises sur leur sol démontre à quel point la perception de la menace actuelle surpasse les cicatrices du passé pour les dirigeants philippins. complètement. Et il faut préciser que les manœuvres japonaises n'étaient pas isolées durant cet exercice. En effet, non. Parallèlement, l'armée américaine a franchi un cap technologique et stratégique majeur. Ils ont lancé un missile de croisière Tomahawk depuis le système mobile Typhon, qui a été lui aussi déployé sur l'île philippine de Luçon. Permettez-moi de vous interrompre sur ce point technique, car il me semble crucial pour notre auditoire. En quoi ce système Typhon change-t-il la donne par rapport à, disons, un navire lance-missile classique qui patrouillerait simplement dans la zone? Et pourquoi l'île de Luçon est-elle si importante géographiquement parlant? Eh bien, c'est une question de géométrie stratégique pure. L'île de Luçon fait face au canal de Bashi. C'est un détroit vital qui sépare les Philippines de Taïwan. D'accord. En plaçant un système terrestre et mobile comme le Typhon à cet endroit, les États-Unis acquièrent la capacité de frapper des cibles navales, non seulement dans le détroit de Taïwan, mais aussi très loin dans la mer de Chine méridionale. C'est une portée considérable. Très considérable. Et contrairement à un navire qui est toujours plus ou moins visible sur les radars océaniques, un lanceur mobile terrestre peut être dissimulé dans la jungle ou dans le relief naturel. Cela le rend extrêmement difficile à repérer et à neutraliser pour l'adversaire. C'est une capacité d'interdiction de zone redoutable. Comment ces déploiements inédits sont-ils justifiés et perçus par les différents acteurs? Notre mandat est bien sûr de maintenir une neutralité absolue dans la présentation de ces faits. Et les faits nous montrent que les récits sont diamétralement opposés. Ah. Du côté des gouvernements philippins et japonais, on affirme que ces exercices sont une mesure de dissuasion strictement défensive et nécessaire. Ils considèrent cela comme un renforcement légitime de leur sécurité maritime et un exercice de leurs droits souverains face à ce qu'ils perçoivent comme l'expansionnisme agressif de la Chine dans leur zone économique exclusive. Et la perspective de Pékin face à ce déploiement? Le ministère chinois de la Défense, par la voix de ses médias d'État, condamne très fermement ces actions. La rhétorique officielle les qualifie de provocations délibérées, orchestrées par Washington pour déstabiliser la région. De plus, les officiels chinois mettent sévèrement en garde contre cette alliance, y voyant la résurgence dangereuse d'un, je cite, « néo-militarisme japonais qui menacerait la paix asiatique ». En observant cette dynamique d'escalade où chaque bouclier levé est perçu comme une épée dégainée, une question structurelle s'impose tout de même. En hébergeant ces systèmes de missiles longue portée américains et japonais, la nation philippine ne modifie-t-elle pas profondément l'équilibre des risques pour sa propre population? C'est toute la question, oui. Parce que, sur le papier, ces installations transforment instantanément les Philippines en une cible militaire de premier plan en cas de conflit ouvre. C'est le cœur même du dilemme de sécurité. C'est un calcul de risque manifeste de la part de l'administration du président Ferdinand Marcos Jr. Les décideurs à Manille ont estimé que le coût diplomatique et territorial de l'inaction, c'est-à-dire perdre le contrôle de leurs propres eaux territoriales et de leurs ressources halieutiques, était devenu supérieur au risque géopolitique d'attirer les foudres d'une grande puissance en cas de guerre régionale. Un arbitrage pour le moins délicat.
Pendant que ces pièces se mettent en place sur l'échiquier militaire du Pacifique, la diplomatie continue d'opérer, influencée par des événements situés à des milliers de kilomètres de là. Tout à fait. Le contexte global joue. Ce qui nous amène au récent sommet de Pékin qui s'est déroulé dans l'ombre grandissante de la crise au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump s'est rendu en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping, alors même que les forces américaines sont intensément engagées dans une campagne militaire en Iran. Oui, et les comptes rendus de ce sommet mettent en lumière une déclaration d'une sévérité tout à fait remarquable de la part de Xi Jinping concernant Taïwan. Que disent ces comptes rendus ? Le dirigeant chinois a publiquement eu recours à une métaphore très puissante, prévenant d'un scénario mêlant l'eau et le feu. C'est une formulation diplomatique visant à signifier que le statut de Taïwan constitue une ligne rouge absolue. Une affaire strictement interne sur laquelle la Chine ne tolérera aucune ingérence internationale. Ce qui rend cet avertissement particulièrement résonnant, c'est le contexte logistique dans lequel se trouvent les États-Unis au même instant précis. Les rapports relaient des déclarations récentes du secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, qui a ouvertement évoqué le rythme effréné auquel les forces américaines consomment leurs munitions au Moyen-Orient. Il a même évoqué le spectre d'une pénurie de missiles de précision. C'est un point critique. Et cette déclaration a eu l'effet d'une véritable onde de choc sur les bureaux des états-majors de la zone Indo-Pacifique. Les alliés de l'Amérique s'inquiètent ouvertement de la profondeur réelle des arsenaux de Washington. Et c'est ici qu'une observation s'impose, une réalisation presque mécanique. L'histoire militaire montre que les guerres mondiales fonctionnent souvent comme des vases communicants, n'est-ce pas ? Absolument. Si l'essentiel de l'arsenal américain, de ses missiles de croisière, de sa logistique navale et même de son attention politique est siphonné par le conflit iranien, est-ce que cela ne crée pas de facto un immense angle mort stratégique dans le Pacifique, une fenêtre d'opportunité, disons, inespérée pour Pékin? C'est précisément l'analyse formulée par de nombreux stratèges recensés par Stylo News. La doctrine militaire américaine a très longtemps reposé sur la capacité théorique à mener de front 2 guerres majeures, sur 2 théâtres d'opérations distincts. La fameuse doctrine des 2 guerres, hein ? Exactement. Mais aujourd'hui, la réalité brutale des chaînes de production d'armement, qui peinent considérablement à emplacer les missiles tirés au Moyen-Orient, met cette doctrine à rude épreuve. Dans ce contexte de tension extrême, comment réagissent les observateurs et le grand public? Que nous disent les données sur le sentiment général? Eh bien, si nous analysons les données extraites du réseau social X, propulsées par les algorithmes de l'outil Stylo, nous observons une cartographie très précise de l'opinion. Le sentiment dominant est très largement critique à l'égard des actions de Pékin. Les utilisateurs dénoncent activement ce qu'ils appellent la tactique du salami. La tactique du salami. C'est cette méthode consistant à s'emparer d'un territoire tranche par tranche, de manière très incrémentale, pour éviter de déclencher une guerre ouverte d'un seul coup. Je vois. Y a-t-il des incidents spécifiques qui cristallisent cette indignation en ligne? Oui, un événement en particulier suscite une très vive réprobation. Ce sont les rapports documentant l'utilisation présumée de cyanure près du banc Second Thomas. Du cyanure. En effet, cette manœuvre est perçue par beaucoup comme une forme de guerre environnementale visant à détruire les récifs coralliens et, par conséquent, à anéantir les ressources halieutiques dont dépendent directement les pêcheurs philippins locaux, les forçant ainsi à abandonner la zone. Notre mission étant de rapporter l'intégralité du spectre informationnel de manière neutre, l'intelligence artificielle de Stylo identifie-t-elle des voix dissonantes dans cette mer de critiques? Absolument. Et leur présence est statistiquement significative. Une minorité très active d'utilisateurs soutient fermement la souveraineté chinoise. Leurs arguments s'articulent-ils autour d'une dénonciation de ce qu'ils perçoivent comme une hypocrisie occidentale? Ils affirment que l'Occident tente artificiellement d'endiguer le développement économique et territorial légitime de la Chine, tout en militarisant à outrance une région qui est située à des milliers de kilomètres de l'Amérique du Nord. Les 2 narratifs s'affrontent violemment sur le plan de la guerre de l'information. Ce qui nous ramène au mouvement purement factuel de ces derniers jours, qui semble confirmer, hélas, cette atmosphère inflammable. Que nous disent les dernières observations navales? Les faits indiquent que le 19 mai, la marine de l'Armée populaire de libération a déployé son groupe aéronaval, mené par le porte-avions Liaoning, dans les eaux du Pacifique occidental. Une démonstration de force conventionnelle. Tout à fait, visant à projeter sa puissance au-delà de la première chaîne d'îles.
De surcroît, le chef du Conseil de sécurité nationale de Taïwan, Joseph Wu, a publiquement signalé un mouvement massif impliquant plus de 100 navires chinois combinant des bâtiments de guerre et des gardes-côtes. 100 navires? Oui. Cette armada a transité de la mer Jaune vers le Pacifique. Un déploiement massif qui a fait suite, presque chronométriquement, à la conclusion du sommet de Pékin entre Donald Trump et Xi Jinping. Nous avons donc un échiquier où les porte-avions croisent les systèmes de missiles terrestres et où la diplomatie souffle le chaud et le froid. Mais il y a une variable que les analystes politiques ont souvent tendance à sous-estimer et qui nous ramène à notre point de départ, n'est-ce pas? La nature. La nature, oui. C'est inévitable. La presse locale taïwanaise, comme le CTN Taiwan News, rapporte l'impact d'un phénomène météorologique majeur, un super El Niño. Les données météorologiques sont sans appel sur ce point. Une canicule très sévère frappe actuellement Taïwan, avec des températures flirtant avec les 40 degrés Celsius. Surtout, ce dérèglement climatique entraîne un retard critique de la saison des pluies traditionnelles. Cette saison, connue sous le nom de Meiyu, ou la pluie des prunes. Il faut que l'on s'attarde sur les mécanismes logistiques pour bien faire comprendre à nos auditeurs pourquoi un ciel sans nuages ou une vague de chaleur peut stopper une armée. Comment la météo dicte-t-elle la stratégie militaire navale ? Eh bien, il faut savoir qu'une opération amphibie est probablement la manœuvre militaire la plus complexe à exécuter. D'accord. Elle requiert des conditions d'état de la mer extrêmement précises pour que les péniches de débarquement puissent opérer sans chavirer, tout simplement. De plus, une canicule de 40 degrés affecte non seulement l'endurance physique des troupes d'infanterie, qui sont lourdement équipées, mais elle dégrade également les performances des systèmes électroniques embarqués et des radars. La chaleur agit sur l'électronique de pointe. Absolument. Quant au retard de la mousson, il modifie les courants marins et décale complètement les étroites fenêtres d'opportunité durant lesquelles une flotte peut traverser le détroit de Taïwan en toute sécurité. En somme, la météo dicte un calendrier pragmatique qui supplante très souvent les ambitions politiques. La nature s'impose en effet comme le juge de paix de la logistique de guerre. À la lumière de ces enchevêtrements militaires, diplomatiques et environnementaux, quels sont les indicateurs clés identifiés par Stylo News que l'opinion publique et les observateurs devront scruter dans les semaines à venir? L'intelligence artificielle a isolé 3 cours d'action probables. Le premier est d'ordre diplomatique. Il faut surveiller l'éventualité d'un dialogue direct, qu'il soit téléphonique ou autre, entre Donald Trump et le président taïwanais Lai Ching-te. Un tel échange briserait de nombreux protocoles établis et constituerait un signal politique majeur. Très bien. Et sur le plan de la défense taïwanaise? C'est le deuxième point. Il faudra observer de très près les débats parlementaires à Taipei. Le gouvernement taïwanais va devoir ajuster son budget de défense dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que les retards de livraison des systèmes d'armes américains, causés, comme on l'a dit, par la guerre en Iran, obligent Taïwan à investir massivement dans des capacités de production nationale asymétriques pour compenser ce manque. C'est une réaction en chaîne. Vous avez également mentionné un troisième point lié à la région plus large de l'Asie du Sud-Est. Exactement. Il s'agit des tractations actuelles au sein du sommet de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Ces nations tentent urgemment de finaliser un pacte mutuel de partage du pétrole. Quel est le mécanisme derrière cette urgence énergétique? Pourquoi l'ASEAN a-t-elle besoin d'un tel pacte pétrolier maintenant? La réponse se trouve, encore une fois, au Moyen-Orient. La majeure partie du pétrole qui alimente l'économie de l'Asie du Sud-Est transite par le détroit de Malacca, en provenance directe du Golfe Persique. L'escalade militaire impliquant l'Iran menace de rompre ces chaînes d'approvisionnement maritime. Si le flux de pétrole s'arrête, les économies asiatiques s'effondrent. Ce qui serait catastrophique. Ce pacte de l'ASEAN vise donc à mutualiser les réserves stratégiques d'hydrocarbures des pays membres pour survivre à une potentielle pénurie ou à un blocus prolongé des routes maritimes. C'est une mesure de survie économique directe. L'énergie, la logistique militaire, les anomalies climatiques et la diplomatie des grandes puissances ne sont donc que les fils d'une seule et même toile extraordinairement complexe. Voilà qui clôture notre examen des données factuelles de la journée. Avant de conclure, il est essentiel de rappeler la provenance de cette architecture d'information. Les renseignements que nous avons déconstruits aujourd'hui ont été agrégés par Stylo News. Un outil précieux, en effet. Il s'agit d'une application disponible sur téléphone mobile ou ordinateur, conçue pour permettre à tout utilisateur de personnaliser des notes de renseignements géopolitiques à la demande. Le moteur du logiciel, propulsé par une intelligence artificielle de pointe, intègre un système de recherche de sources ouvertes,
OSCINT, et une technologie de recherche vectorielle. Ce qui permet un traitement de données colossal. Concrètement, oui, cela lui permet de synthétiser plus de 250 sources d'informations prestigieuses à travers le monde, de traduire et d'analyser des contenus dans plus de 20 langues simultanément, tout en intégrant les données en temps réel du réseau X. C'est un accès direct et non filtré à l'information stratégique. Pour ceux qui écoutent ce bulletin et qui souhaitent explorer ces données par eux-mêmes, nous recommandons de s'abonner. Une période d'essai gratuite de 7 jours est actuellement disponible, avec une option pour le forfait Executive Monthly à $19,99 par mois. Les auditeurs peuvent retrouver toutes ces informations directement sur le site internet www.stylonews.com. Tout à fait. Bien. Nous allons maintenant laisser de côté le ton très formel de notre pupitre d'analyse pour conclure de manière un peu plus détendue. L'équipe tient à remercier très chaleureusement le public pour le temps accordé à cette exploration matinale. Ce sont des sujets d'une densité redoutable, souvent chargés de gravité, c'est vrai, mais il est vraiment gratifiant de constater qu'un auditoire grandissant choisit de plonger dans cette complexité pour mieux comprendre les rouages de notre monde. C'est toujours un plaisir de partager ces analyses. Les suggestions concernant de futurs sujets, qu'il s'agisse de crises géopolitiques spécifiques ou de régions du globe un peu moins médiatisées, sont toujours les bienvenues. L'actualité suit son cours et nous continuerons à l'analyser. Il est également fortement recommandé de suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris pour être tenu informé des prochaines mises à jour et des futures analyses. En guise de point final à notre discussion, une réflexion me vient à l'esprit au vu de tout ce que nous avons abordé ce matin. Nous avons évoqué des missiles furtifs et des groupes aéronavals, mais le véritable fil rouge de cette analyse, c'est la transparence absolue du champ de bataille moderne. C'est-à-dire, À une époque où de simples applications grand public et des constellations de satellites commerciaux permettent de suivre en direct le sillage de plus de 100 navires militaires à l'autre bout de la planète, est-il possible que le vieux concept de surprise stratégique, ce fameux brouilleur de la guerre, ait tout simplement définitivement disparu de la surface de nos océans? eh bien, c'est une perspective qui bouleverse totalement les règles millénaires de l'art de la guerre, et cela donne matière à réflexion pour la suite. Merci beaucoup pour cette écoute attentive et à très bientôt pour une nouvelle exploration.